Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la nouvelle émission d'Onis TV, Culture et Pot de Banane. J'ai le plaisir de vous retrouver pour parler avec vous de culture, mais pas n'importe laquelle. Ici, nous allons parler de culture locale, art, musique, littérature, cinéma ou encore théâtre. Rien ne sera mis de côté, bien au contraire. Toutes les 2 semaines, nous retrouverons des invités et quelques surprises qui viendront agrémenter l'émission. Pour cette première, j'ai le plaisir d'accueillir mes 2 premiers invités, Jean-Alain Jans, auteur de Polar. Bonjour Jean-Alain. Bonjour. Et Julien Denimal, organisateur de voyages un peu particuliers et photographe. Bonjour Julien, ravi de vous recevoir. Bonjour Antoine. D'autres sujets seront bien sûr abordés. Nous aurons une interview d'Édouard Manceau, auteur jeunesse. Une interview surprise. Je vous laisse un peu la surprise, je laisse un peu de suspense dans cette émission. Et enfin, l'agenda des événements en Charente-Maritime. Sans transition, on va ouvrir le bal avec vous, Jean-Alain. Vous êtes un ancien commissaire de police. Vous avez été longtemps affecté à la direction de la police nationale à Saint-Pierre, si je suis... En partie, à Saint-Pierre. En partie. Vous avez été chargé par la suite de créer un vrai service de police à Mayotte. Tout à fait. Aujourd'hui, vous avez décidé de changer de cap, si je puis dire. Vous écrivez des polars, comme j'ai dit. Bon, vous jouez un peu la carte de la sécurité, hein, vous vous éloignez pas trop du monde de la police. En mars 2021, vous avez sorti un premier ouvrage, Vigne sanglante, que vous avez coécrit avec Gérard Legrand, si mes informations sont bien bonnes. Également commissaire depuis 1979. Un prochain livre est en préparation. Racontez-nous un peu, Jean-Alain, comment vous avez eu l'idée de vous lancer dans cette aventure ? Je pense que chacun d'entre nous a un potentiel, a une passion qu'il a envie d'assouvir, qu'il a envie de réaliser, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine de la culture, le cinéma, tout ce qu'on veut. Moi, c'était depuis très longtemps écrire quelque chose. Alors évidemment, écrire quelque chose, c'est vite dit. Hein, il faut trouver le domaine en quelque sorte, la nature de ce qu'on va écrire. Et vous avez raison de dire que j'ai joué la sécurité, puisque dans la mesure où j'étais 35 ans policier, ça m'a été relativement facile d'écrire un roman policier. Maintenant, vous m'avez présenté comme étant un auteur dans mon policier. Non, je serais beaucoup plus humble. J'en ai écrit un avec mon ami et ancien collègue Gérard Legrand. J'en ai écrit un deuxième là, qui va être publié ce mois-ci, seul cette fois. Donc c'est une activité qui me trottait dans la tête depuis pas mal d'années déjà. Et d'ailleurs, à une certaine époque, j'avais écrit des petits poèmes. Par exemple, partout où je suis passé, partout où ma carrière professionnelle m'a conduit, en repartant, il y a toujours un pot de départ, j'écris un poème sur l'endroit que je quittais et sur les gens dont j'avais fait la connaissance. C'était le cas en Normandie, le Normand, je me rappelle, en alexandrin, à Mayotte également, ici et là. Voilà, donc ça, c'était latent chez moi et ça s'est réalisé effectivement. Donc une passion pour la littérature qui vient depuis l'enfance. Quand est-ce que ça a commencé Je suis d'une famille d'enseignants, sauf mon père qui était policier déjà. Donc ça a commencé depuis très très longtemps. Maintenant, il faudrait fouiller dans ma mémoire pour vous dire exactement quand. Ça ne présenterait pas trop d'intérêt. En tout cas, l'idée a pris corps, et puis à la retraite, puisque je suis à la retraite quand même depuis un certain nombre d'années, et c'est là où il fallait que je réalise ce projet. C'était un défi d'ailleurs, pas évident au départ. Mais... Vous écrivez du coup, mais pour écrire, il faut être aussi peut-être un lecteur assidu. Vous aimez lire ? Énormément. Ouais. Énormément. Je suis assez éclectique dans ce domaine. Je lis beaucoup de choses, aussi bien Molière, les grands auteurs classiques français, les polars aussi, les auteurs de romans policiers, plutôt américains, j'ai une préférence. Vous avez des références ? Oui, bien sûr. Dans le polar particulièrement ? Dans le polar, j'aime beaucoup John Grisham, j'aime beaucoup aussi, dans un autre genre, médical cette fois, Robin Cook. J'apprécie moins les auteurs français. C'est comme ça, c'est une question de style, c'est peut-être une question de consistance également. Pourquoi les auteurs français sont moins attrayants dans l'histoire ? Peut-être qu'il y a moins de mouvement, c'est peut-être plus lénifiant, c'est peut-être plus long. Il faut prendre le temps de bien sentir la profondeur de l'écrit, du récit, tandis que chez les Américains, notamment, ou chez les Suédois aussi, les auteurs qui sont connus, on est tout de suite dans le bain, si je puis dire. Pourquoi vous avez choisi ce style en particulier ? C'est vraiment par rapport à votre carrière ou c'est venu un peu naturellement Les deux. C'était le style où vous étiez le plus à l'aise ? Plus à l'aise, tout le temps qu'on ne l'a pas expérimenté, on ne sait pas si on est à l'aise. En tout cas, lorsque j'ai commencé à écrire une première page et puis un premier chapitre, effectivement,
je me suis rendu compte que ça venait relativement facilement, sans prétention. Hein, mais je n'ai pas eu de mal à créer, à fabriquer une action, un scénario. Et puis une fois qu'on est lancé là-dedans, bon, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Un roman policier, comme tous les romans, il y a un point de départ et un point d'arrivée. Une enquête policière, il y a forcément un point de départ, et puis à l'arrivée, ben, il faut arrêter le coupable, il faut le confondre, il faut le traduire dans la justice. Donc c'est une espèce de linéarité qui n'empêche pas d'ailleurs des soubresauts, hein, des choses un petit peu qui arrivent comme ça, surprenantes parfois. C'est une question de style également. Hein. Oui, il y a une part d'imagination quand même dans les romans policiers, dans les polars. Oui, oui. Tout n'est pas que Absolument. terre à terre. S'il n'y a pas une part d'imagination, ça veut dire qu'on colle aux faits vécus. Hein, c'est du récit à ce moment-là, c'est de la narration, c'est plus un roman, c'est plus de la fiction. Donc il faut. Et puis, je disais tout à l'heure, c'est une question de style également. On a chacun son caractère, on a chacun son cursus, hein, sa vie, et là-dedans, il y a des choses que l'on récupère, c'est comme des ingrédients que l'on va chercher et que l'on introduit dans le roman. C'est une question de personnalité, de caractère. Et vous, Julien, bon, vous avez aussi fait partie de la police, ça vous a jamais tenté d'écrire des romans policiers? Non, j'ai jamais eu cette inspiration. Un attrait quand même pour la littérature? Vous êtes un lecteur Un petit peu sur les récits d'aventure, ouais. Sur les zones polaires. Et justement, Jean-Alain, est-ce que vous vous inspirez de votre expérience d'ancien policier, d'ancien commissaire, pour être exact, pour écrire? Est-ce que ça aide vraiment dans la retranscription du récit? C'est évident, c'est la base. Hein, je vous parlais d'ingrédients tout à l'heure. Écrire un roman inventé de A à Z, un roman policier inventé de A à Z, c'est pas simple. Il faut quand même avoir approché ou des policiers ou des scènes de crime. Oui, c'est plus difficile d'imaginer l'histoire de A à Z. Oui, ça me paraît difficile de tout inventer, si vous voulez. Donc j'ai puisé dans mon expérience professionnelle, dans ma vie de policier, des événements, des anecdotes. Je ne les ai pas forcément restitués, mais c'est parti de là quand même. C'est quoi la recette d'un bon polar? Oh, je ne sais pas si j'ai la réponse à la question que vous me posez. Non, je dirais qu'il faut que ça soit à la fois captivant. Il ne faut pas trop s'éloigner de la trame policière. Moi, c'est plus tout à fait vraiment policier. Il faut aussi qu'il y ait un peu de sang, hein, des meurtres, des choses comme ça. Les lecteurs de romans policiers, ce sont des gens qui s'attendent à découvrir des cadavres, des choses comme ça, des choses qui sont palpitantes. Parfois des thrillers, c'est-à-dire lorsqu'il y a des scènes beaucoup plus dures, par exemple. Hein, il y a des clients, des amateurs pour ce genre de récit, là, de narration. Là. Oui, surtout qu'on sent un vrai attrait pour les faits divers. Oui. Il y a de plus en plus d'émissions sur ce genre de pratique du fait divers. On couvre beaucoup ce genre de faits. Oui. Donc, ça, vous l'avez compris déjà, ça? Absolument. Et puis vous savez, les gens qui ne font pas partie de la sphère du monde policier, ou gendarme aussi d'ailleurs, c'est la même chose, hein, pratiquement la même chose, hein, ils se posent des questions, ils se disent, oulala, mais ils voient des choses quand même, ces flics-là, hein, sur les scènes de crime, les autopsies, des choses comme ça. Donc ils sont complètement à l'abri de ces images fortes, douloureuses, parfois choquantes. Ce qui fait que dans un roman policier, ils vont chercher justement à pénétrer ces choses, ce monde-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils recherchent ce genre de roman, qu'ils lisent ce genre de roman. C'est pour ça que ça attire les gens, c'est vraiment ce côté un peu sanguin, un peu des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait. Oui, ça n'est pas du voyeurisme, hein, à mon sens, hein, ce n'est pas une curiosité mal placée, mais c'est tout simplement quelque chose qui peut représenter certains attraits, qui peut attirer le lecteur. C'est comme vous avez des gens qui aiment la poésie, également, c'est un peu dans le même ordre d'idée si vous voulez. C'est un genre particulier, avec des choses qui collent à la réalité. C'est, comme je vous disais, c'est pas de l'imagination, là, hein, ou alors une part d'imagination, mais à partir de choses vécues. C'est ça, je pense, qui intéresse les gens, les lecteurs. Julien, vous avez été policier, comme je l'ai dit. Ouais. Justement, est-ce qu'il y a des histoires parfois qui auraient pu se retranscrire sur un livre? Je pense vous avez déjà vécu des choses Oui, moi j'ai fait 15 ans de police et je pense que chaque année on pourrait peut-être écrire un livre, parce qu'il y a tellement de faits divers ou d'animations dans des villes ou dans les quartiers que ça bouge pas mal. C'est facile
je vais pas dire c'est facile d'écrire, mais d'avoir de l'inspiration, je pense. Tous les métiers sont extrêmement... D'abord, ils sont diversifiés, sont divers, mais tous les métiers sont vivants. Hein, vous obligent à vous impliquer. L'enseignant, par exemple, il faut dans sa classe, il faut qu'il motive, etc. Et le policier, quand il part sur une enquête criminelle, il faut qu'il j'allais dire, passez-moi l'expression, il faut qu'il se défonce. Parce qu'il y a une victime. Il y a un assassinat, par exemple. Il y a aussi une famille qui a perdu son mari, son père, etc. Donc il y a une espèce d'obligation de résultat. On n'arrive pas forcément, parce qu'il y a des gens, le crime parfait, ce qu'on appelle le crime parfait, ça reste impuni parce qu'on ne saura jamais. Fort heureusement, il y en a peu. Mais il faut que le directeur d'enquête sur une affaire policière, il faut qu'il aille jusqu'au bout et qu'il réussisse. Pour votre premier roman, Vigne sanglante, vous êtes inspiré d'un fait réel. Racontez-moi comment vous avez construit un peu ce livre. Alors, d'abord, j'ai mis en scène une brigade de gendarmerie, pour changer. D'abord parce que je connais bien, hein, j'ai fréquenté ce milieu-là, j'avais beaucoup d'amis, j'en ai toujours d'ailleurs, j'y ai toujours. Donc j'ai mis en scène des gens, une petite brigade de Bourgogne. Alors une petite brigade... Donc, pourquoi la Bourgogne ? Pourquoi la Bourgogne ? Parce que je suis un grand amateur de vin. De Bourgogne. J'ai eu l'occasion d'y aller et puis j'ai trouvé que d'écrire une scène un peu bucolique, un peu dans des paysages de vignobles, etc., ça m'a paru une idée sympathique. Donc voilà. Et puis à partir de là, donc un premier crime, un viol d'une jeune fille, assassinée ensuite, qui démarre, si vous voulez, qui débute au début des romans. Et puis après, l'assassin, les suspects, il faut les éliminer au fur et à mesure, non pas les neutraliser comme on dit maintenant, mais les écarter, et puis arriver à la bonne personne avec suffisamment d'éléments de preuve, preuves scientifiques, preuves testimoniales, etc., etc. Voilà. Et puis la chose s'est déroulée de cette manière. Est-ce que vous êtes inspiré d'une histoire vraie ? Non. Pas Non, pas cette fois-là. Par contre, les viols, oui, mais pas la scène précise qui est décrite dans le roman. Je vois que vous avez apporté votre livre, vous pouvez le montrer à nos téléspectateurs pour qu'ils aient une petite image de la première de couverture. Est-ce que vous pouvez nous lire un petit extrait pour nous donner un peu l'eau à la bouche ? Oui, je vais vous lire un petit passage. Ils sortirent du véhicule et Langlois s'éloigna de quelques pas. Maurice le suivit un instant du regard, puis il observa autour de lui comme s'il voulait percer l'obscurité environnante. Il jeta sa cigarette qu'il écrasa du talon, puis il sortit un couteau de sa parka et l'ouvrit discrètement. Langlois lui tournait le dos. Il s'approcha sans faire de bruit et lui planta d'un seul coup la lame dans les reins. Le gendarme ressentit une violente douleur et poussa un hurlement. Il se retourna face à Langlois, qui lui porta un nouveau coup de couteau, cette fois dans le ventre. Langlois le fixa d'un regard halluciné et tomba lourdement sur le sol. Pendant quelques secondes, ses membres furent pris de tremblement, puis un hoquet expulsa un flot de sang de sa bouche. Il rendit alors son dernier souffle. Lebrun se pencha pour prendre son pouls et comprit tout de suite que son ami était mort. Il récupéra le couteau qu'il essuya soigneusement sur la veste du gendarme, puis il l'enveloppa dans un chiffon récupéré dans la boîte à gants de sa voiture et le jeta dans le coffre. Si je comprends bien, quand on écoute cet extrait, quand on écrit un polar, on est beaucoup dans le détail, dans le ressenti, dans l'action. C'est ça aussi la recette du succès. Oui, il y a une part d'émotion chez le modeste écrivain que je suis. Quand on écrit ce genre de choses-là, on peut revivre certaines situations qu'on a connues, mais en tout cas, en les imaginant, on arrive à entrer dans la scène véritablement. Et en plus, à plus forte raison, quand il y a une arme à feu, une victime, planter le couteau dans le dos, ensuite dans un gendarme, la victime étant un gendarme. Il y a toute une ambiance là qui est créée et qui crée de l'émotion, à mon avis. Donc on entre dedans. Ça m'est arrivé aussi de rigoler quand j'écrivais, pas dans celui-ci, hein, mais dans l'autre qui vient de sortir, qui va être publié à la fin du mois, qui s'appelle l'affaire Bapin, qui se passe à La Réunion, d'où je suis originaire. On va en parler après. Ouais. Donc, ce que j'écrivais, une scène, je ne vais pas dévoiler, mais juste en passant, une scène d'un commissaire de police à Madagascar, allez, j'ose le dire, un commissaire corrompu, etc. Les gendarmes vont le voir, mais c'est très, très... C'est hilarant. Alors, ce qui veut dire que le roman policier n'empêche pas de se détacher du crime. Okay, faire quelques on peut aussi rire dans un roman policier. On peut rire, on peut pleurer, on peut... oui. Les policiers savent rire apparemment alors. Et pourquoi Heureusement qu'ils savent rire. Autrement, vous vous rendez compte,
la tronche qu'ils feraient en rentrant chez eux s'ils n'arrivaient pas de temps en temps à rigoler. Alors pour terminer, on va parler de votre dernier livre justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors qu'est-ce que ça va raconter exactement? Quand est-ce que ça va sortir? Dites-nous-en un peu plus. Alors c'est un roman que j'écris seul cette fois, qui est intitulé L'affaire Bapin. La scène se passe en grande partie à La Réunion, à l'île de La Réunion, un peu en région parisienne et un petit peu à Madagascar. Je reprends le personnage central du premier roman, de Vigne Sanglante, le lieutenant de gendarmerie Grandjean. Il est muté à La Réunion et il est confronté dans son nouveau service, sa brigade de recherche, il est confronté à l'un de ses gendarmes qui file un mauvais coton, qui fait des choses pas très catholiques et qui prend la fuite. Donc il s'agit de le retrouver à travers un certain nombre de pérégrinations, avec pareil, hein, des phases, des moments comiques, hilarants, douloureux aussi parfois. Très bien. Dans le fond, est-ce que un gendarme enquête différemment qu'un policier? Non, non, pas du tout. Ce sont les moyens et encore, qui peuvent changer. Hein. Les moyens, c'est quoi? C'est peut-être les véhicules, par exemple. Les gendarmes, ils peuvent intervenir sur des terrains escarpés avec des engins, des 4x4 spécialisés, etc., que les policiers n'ont pas. D'autant plus que les policiers, généralement, travaillent en ville, en théorie du moins, et les gendarmes plutôt dans les milieux, dans les zones rurales. Ce qui ne veut pas dire que les uns et les autres ne puissent pas aller sur les territoires de l'ordre, en quelque sorte. Hein. Les choses ont beaucoup évolué dans ce sens. Non, les méthodes sont les mêmes, les formations sont les mêmes, d'ailleurs il y a des formations communes. La police technique et scientifique, aussi bien chez les gendarmes que chez les policiers, c'est pratiquement la même chose maintenant. Il y a des phases de formation qui sont communes, faites en commun. Donc non, ils travaillent de la même manière. Bon, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de souci à écrire sur la gendarmerie alors. Pardon ? C'est pour ça que vous n'avez pas eu de souci d'écrire sur, non, pas du tout. Sur un gendarme. Non, pas du tout. Très bien, monsieur Jean-Alain Jans. Je suis ravi d'avoir découvert votre univers. On va passer à un autre sujet. On reste dans le monde de la littérature avec un auteur de romans pour enfants, enfin de livres pour enfants. Donc on change un peu de dimension quand même. C'est pas tout à fait le même style. Alors, lui, il n'a pas eu de reconversion, ça a toujours été un écrivain. Alors, ce Vendéen d'origine, il s'appelle Édouard Manceau, c'est un véritable passionné, c'est un conteur aussi. Il a écrit plus de 100 livres, dont le dernier, c'est Roule ma poule. Son talent, c'est aussi de mettre des mots sur des émotions. Il a rencontré les enfants de l'école maternelle de Courson, il y a la semaine dernière, à la médiathèque de Courson, justement. On en a profité pour lui poser quelques questions sur son métier, sa passion, mais pas seulement. Je vous laisse découvrir ça en images, on en parle après. J'aime me définir comme un raconteur d'histoires, c'est-à-dire que ce que j'aime avant tout, c'est de raconter des histoires. Et donc je les raconte dans des livres. Voilà. Pour moi, c'est ça d'être un auteur-illustrateur pour la jeunesse, c'est de raconter des histoires dans des livres. Ça a l'air bête, mais c'est vraiment ça le travail. Et je pense que c'est dramatique que les enfants de moins de 6 ans passent autant de temps devant les écrans. Mais quand je dis dramatique, on va le payer très très cher dans les années à venir. J'en suis absolument convaincu. On le paye déjà, parce qu'il y a des enfants qui ont des troubles de l'attention, il y a des enfants qui sont gros problèmes de concentration, qui passent tellement de temps devant des écrans qu'ils font pas autre chose pendant ce temps-là. Donc on en est quand même dans une société où on s'est rendu compte il y a pas longtemps, il y a plein d'enseignants qui le disent, que les enfants savent plus tenir leur crayon, parce qu'ils n'ont pas de force dans la main, parce qu'ils jouent plus avec des cailloux, des morceaux de bois, comme leurs parents ou leurs grands-parents, surtout leurs grands-parents. Et je crois que ça devient très très nécessaire de mettre en alerte. Moi je pense que ça devrait être marqué partout quand on achète une télé, une tablette, nuit gravement à la santé des enfants de moins de 5 ans. Ça devrait être marqué, comme sur les paquets de cigarettes. Je suis persuadé que ça va pas dans le bon sens, ça, de voir des enfants... Et moi je le vois. Je passe 5 minutes dans une classe, et je sais quels enfants sont devant la télé toute la soirée et quels enfants lisent. En 5 minutes, j'ai vu. Ça se voit, ça se sent. J'ai écrit dernièrement un livre qui s'appelle Mon nez, qui est un livre très simple pour les tout petits, où le nez disparaît. Et il est remplacé par une carotte, par une chaussette, par un crayon, et ça les fait beaucoup rire. Ça les amuse beaucoup. J'ai été très surpris quand je l'ai écrit, de me rendre compte qu'il n'y avait pas un seul livre qui avait été fait pour les enfants qui s'appelait Mon nez.
Parce que quand on fait un livre, on doit se renseigner, savoir si le titre est pas déjà pris, auquel cas on le change par déontologie. Et ben, il y avait pas de livre qui s'appelait Mon nez. C'est quand même, c'est la preuve qu'il y a encore la place pour des livres très simples, mais qui les font tout de même voyager beaucoup. Edouard Manceau. Qu'est-ce que vous pensez justement de son constat sur la lecture et les jeunes? Est-ce que, Jean-Alain, vous avez constaté ça aussi? Est-ce que vous êtes grand-père ou père, oui, d'ailleurs? Les deux. Les deux. Généralement, ça va ensemble. Oui. Vous avez constaté aussi ce problème qui est peut-être pas vraiment un problème, mais qui commence à un peu plus s'installer en France. Problème de ce non-attrait pour la lecture, pour les enfants, chez les enfants. L'âge qui est le mien me donne une certaine expérience, un certain recul sur ce genre de questions-là, précisément. Et effectivement, je partage son sentiment. Il y a une désaffection, il y a une démobilisation de la part des enfants, des jeunes, pour la lecture. D'autant plus avec l'avènement du numérique, les tablettes, etc., on sait ce qu'il en est. Si encore les tablettes servaient également à lire, puisqu'il y a cette possibilité-là, mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Donc, moi, je fréquente beaucoup la bibliothèque, celle de Maran, de ma ville, et il y a très peu de jeunes, ou alors les tout jeunes enfants, y compris mes petits-enfants. Moi, quand ils viennent chez moi, il n'y a pas d'enfants. C'est dommage. Alors qu'il y a toute une production pour tous les âges. On n'est pas obligé de lire des romans policiers quand on a 15-16 ans. On n'est pas obligé de lire la poésie non plus, mais il y a forcément quelque chose qui peut intéresser tout individu. Donc c'est désastreux, tout simplement. Oui, surtout que je suis allé voir un peu l'activité qu'ils proposaient à Courson. Les enfants ont tous été captivés par ce qu'il racontait, par le livre justement qu'il écrivait. Mais les petits, les tout jeunes. Les tout petits, ouais. Voilà, c'est ça. Donc si on leur donne quand même de la matière pour apprendre, ils refuseront pas. Il faut dire aussi que ça vient... alors on a souvent de plus en plus peut-être tendance à accabler les parents, mais ils y sont pour quelque chose également. C'est-à-dire que si les parents eux-mêmes n'ont pas eu le goût de la lecture, n'ont pas non plus la volonté d'emmener leurs enfants dans les bibliothèques, leur acheter des livres, etc., les enfants d'eux-mêmes, ils n'iront pas. Ok, on va passer maintenant à la partie pot de banane avec Julien. Je dis pot de banane, Julien, parce que vous proposez des voyages et des activités pas comme les autres. Vous êtes un peu le Mike Horn de Charente-Maritime. Bon, version un peu plus soft quand même. Hein. On va rester dans le soft. Pourquoi je dis ça? Parce que vous êtes quelque part ce qu'on appelle un aventurier. Vous proposez des voyages insolites, des expéditions centrées sur une pratique sportive généralement. C'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Puisque vous êtes guide, c'est ça votre travail? Guide polaire, ouais. Guide polaire, un véritable globe-trotteur même, je dirais. Vous avez pas mal voyagé du côté de l'Arctique. Et Antarctique. Et Antarctique, vous avez fait les deux pôles, ouais. Du coup. Sur votre site Naturol, que vous pouvez, si les téléspectateurs veulent aller voir, il y a écrit « Concepteur de voyage d'aventure en itinérance ». Alors ça peut être la voile, à pied, en ski, et l'objectif c'est de découvrir des lieux très peu convoités. Alors racontez-moi, c'est quoi un peu tout ce délire là? Alors c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes. Après une reconversion professionnelle, il y a quelques années déjà, voilà, je me suis spécialisé dans les zones polaires. J'ai eu la chance de partir en Arctique très rapidement. J'avais déjà été lors de voyages, donc c'est ça qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Et après, j'ai eu la chance de travailler avec des agences, en fait, des agences de voyage qui créent des voyages dans le Grand Nord. Donc, y aller seulement en tant que guide. Et pourquoi pas, derrière, travailler en tant que concepteur. Donc, tout ça a mûri, ça s'est développé. Et maintenant, je conçois, j'organise mes propres voyages et je les guide aussi. Mais ça a commencé comment? Enfin, d'où vous est venue cette envie d'aller découvrir ces pôles? Peut-être ancré au fond de moi, parce que mon papa était aussi policier, donc on a pas mal baroudé avec les mutations. Ça m'a amené aussi à Chamonix quand j'étais tout petit. Et puis j'ai appris plein de choses dans cet univers de la haute montagne. Et j'ai attrapé le virus, c'est ressorti quelques années plus tard. Et pourquoi le Grand Nord? C'est que c'est des grands espaces et des univers incroyables.
Vous vous sentez mieux là-bas? J'y suis bien, ouais. Ouais. J'y suis bien, j'y retourne cet été, donc je suis heureux d'y retourner, ouais. Après 2 ans. Votre attrait aussi pour le sport, j'imagine, qui a aussi donné cette envie de proposer de nouvelles choses. Ouais, en fait, c'est voyager un petit peu autrement, hein. Ça fait un peu partie de nos slogans, parce que je travaille aussi avec un collaborateur, Charles. Voyager autrement, c'est-à-dire être un peu itinérant sur ces voyages et laisser le terrain comme on l'a trouvé en repartant, au final. Voilà. Vous êtes attaché à cette notion d'environnement, d'écologie, Ouais, de biodiversité? Complètement. On utilise très peu les moyens motorisés pour réduire notre impact. Et ça, justement, vous avez constaté une évolution par rapport à ça au niveau du climat dans ces zones-là? Ouais, au Spitzberg, où j'ai commencé à travailler, sur les quelques années que j'ai fait, ouais, on constate rapidement la fonte des glaciers de centaines de mètres. Alors ma question, c'est aussi, est-ce que vous arrivez à trouver des aventuriers comme vous pour aller justement dans ces endroits un peu Il faut pas être non plus particuliers? hyper aventurier. Voilà, il y a des voyages qui sont faisables pour la plupart des gens. Après, il y a des choses un peu plus techniques où je vais demander avoir un petit peu de connaissances et d'expérience dans les domaines. Mais sinon, c'est faisable, hein. C'est pas non plus inconcevable. Et du coup, vous organisez les voyages de A à Z? Ouais. Comment ça se passe? Comment on organise ce genre d'expédition? D'abord, il faut aller sur le terrain pour faire du repérage et cibler des secteurs qui sont attrayants pour le visuel, pour que ça soit la faune, la flore, les paysages. Donc il y a un travail de repérage à faire. Après, il y a aussi la cartographie, la faisabilité sur le projet. Il y a la partie budget aussi. Il ne faut pas non plus que ça soit des choses trop importantes, parce que sinon on ne va pas avoir de clientèle. Il y a cet aspect-là. Après, dans la conception, il faut créer des fiches techniques pour détailler un petit peu comment va se dérouler le voyage. Tous les aspects, que ce soit l'hôtel, les jours par jour, les repas, les hôtels s'il y a, parce que souvent il y a très peu d'hôtels. C'est plus de la tente ou du bivouac ou des cabanes. Et c'est ça de la conception, c'est d'aller sur le terrain, mais après il faut le retranscrire sur papier et puis après commercialiser, diffuser. Donc concrètement, vous proposez quoi? Si on doit expliquer à nos téléspectateurs ce que vous proposez comme voyage, ça se passe comment? On part d'où? On arrive où? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors l'aérien, les gens ils se débrouillent par eux-mêmes. Okay. L'aérien ou le fait d'arriver sur le point de départ, ils se débrouillent. Peu importe, il y en a qui peuvent venir en train, en bateau, à pied, en vélo, ils font comme ils veulent. Le tout, c'est d'être là le jour J. Et après, la prise en charge, elle se fait de A à Z. C'est de l'itinérance, donc il y a un petit peu de savoir-vivre en groupe ou en équipe. Hein. On parle d'équipe plutôt. Mais ça se fait tout naturellement, tout simplement. Il y a un petit peu de sport, hein, mais c'est pas non plus extrême. Justement, vous avez un sport de prédilection? J'aime beaucoup... un sport de prédilection, ça serait mon sport que j'ai fait dès tout petit, donc le ski. Je fais pas mal de ski et je reviens de Norvège. Donc, vous avez fait justement... de l'itinérance à la voile pour aller faire des spots de ski de randonnée. Voilà. C'est là où je voulais en venir. Attendez la question. Ok. Du coup, votre premier voyage, c'était quoi? Mon tout premier voyage avec des clients ou seul? Seul et avec des clients. Alors, seul, j'ai jamais trop fait de voyage tout seul, parce que quand on fait des voyages seuls, déjà, ça peut être synonyme d'introspection aussi, un peu faire le point sur soi-même. Mais ça peut être aussi de la découverte, mais j'ai toujours voyagé avec quelqu'un, sauf une fois où j'ai commencé à la traversée des Pyrénées, en autonomie, en itinérance, par la haute route des Pyrénées. Voilà, donc c'est un de mes seuls voyages en solo. On va passer une petite vidéo à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous commenter, nous dire où c'est et
Et qu'est-ce que vous y avez fait là-bas? Comment vous avez organisé ce voyage? Ok. Alors ça, c'est le Spitzberg. Le Spitzberg, je travaille avec une agence là. Hein. Vous pouvez expliquer où c'est le Spitzberg? Le Spitzberg, c'est 78 degrés nord. C'est vraiment très très haut. On a l'ours polaire. On a des zones, sauvages, des étendues gigantesques. Et l'été, on a le jour permanent. Donc il fait jour 24 heures sur 24, ce qui nous permet en fait de vivre avec le jour. On n'a pas de contraintes avec ça. C'est pas trop difficile au niveau du climat? Comment vous arrivez à vous adapter? Enfin, vous avez l'habitude, mais les gens qui ont un peu moins l'habitude? Alors, c'est pas trop le climat qui est embêtant là-bas parce qu'on a le Gulf Stream et le Jet Stream qui longent toute la côte là. Mais c'est plus cet effet de jour, la lumière permanente qui peut perturber en fait le système pour dormir et puis récupérer. C'est perturbant pour certaines personnes. Il y a une autre vidéo qui passe, ça c'est vous en train de skier? Ouais, c'est il y a un mois, ça, à 69 degrés nord, donc un peu plus bas. C'est en Norvège, aux alentours de Tromsø. Donc là, on fait de l'itinérance à la voile avec un skipper qui est de La Rochelle, hein, Marc. Et on fait des spots. Voilà, le bateau est en contrebas, on le voit pas là. On monte en ski de randonnée, puis après on descend des belles pentes de neige. Ah, il a failli y avoir une chute là. J'imagine que ce genre de voyage, ça marque, hein. Ça doit marquer les gens que vous accompagnez. Est-ce que vous avez des petites anecdotes à nous raconter justement sur vos voyages? Ah le Spitzberg, oui, l'anecdote, c'est un retour de randonnée en fin de séjour. Donc c'était le dernier jour de rando. On rentrait tranquillement jusqu'au camp. Et puis, on découvre la tente mess, hein, la tente centrale où on mange. Et ça nous permet aussi de bouquiner, de se retrouver pour discuter. Elle était éventrée. Et ainsi que toute notre partie alimentation qui est à l'écart du camp. Et on avait eu la visite de l'ours. Hein, l'ours était venu se ravitailler. Ouais, l'ours polaire qui était... Dans ce genre de situation, on fait quoi? On fait comment? Alors là, il était plus sur place. Ah. Il était plus sur place quand on est arrivé. Donc, on met quand même j'ai mis en place un système de garde, hein, comme il y a durant les nuits, mais encore plus de jours là. Le fait le temps qu'on répare la tente, le temps de ranger tout ce qui a été dispatché. Et la nuit suivante, il est revenu. Il est revenu le lendemain. La cuisine était bonne. La cuisine était bonne. Justement, la cuisine et tout ça, pareil, vous le faites vous-même. Exactement. Vous avez quoi? Vous avez un réchaud? On a des réchauds. On affrète un peu de matériel pour faire une bonne cuisine sur place avec des produits frais pendant quelques jours. Et après, on a un petit peu de choses déshydratées ou sèches. Ouais. Jean-Alain, vous avez ce petit côté aventurier, vous aussi? C'est propre à la police ou pas? Non. Il y a un côté piment, excitant même parfois, mais pas de cette nature-là. Parce que là, vous partez, je dirais pas en terrain conquis, mais pratiquement. Vous savez où vous allez, vous avez balisé le terrain, vous avez anticipé les risques, les dangers, tout préparé, sauf la part d'impondérable. Sauf l'ours, par exemple, encore, que vous avez dû, quelque part, prévu une arrivée potentielle d'un ours polaire. Oui. Donc, je ne suis pas d'armée. Donc, vous partez, tout est plus ou moins prévu. Une enquête policière, non. On ne sait pas comment ça va... On sait juste comment ça commence, puisqu'on appelle la police pour constater le drame, mais on ne sait pas comment ça va se terminer. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va rencontrer. Des suspects, des auteurs, des co-auteurs, tout ce que vous voulez. Donc. Pour les novices, ceux qui n'ont pas trop l'habitude de faire du sport, vous proposez des stages, pardon. Ouais. On se lance pas comme ça quand même, hein, dans ce genre d'expédition, donc il vaut mieux être un peu préparé. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous faites propos du ski randonnée, un stage ski randonnée, ski de randonnée et ski poulka. Ski poulka. Vous pouvez expliquer ce que c'est un peu le ski poulka pour ceux qui connaissent pas trop? Ski poulka, on est avec nos skis en peau de phoque et puis on tracte une sorte de petite luge sur laquelle on a notre bivouac, notre repas, notre réchaud, notre duvet. Et on fait de l'itinérance, on plante la tente le soir et le lendemain on la replie pour repartir.
Donc c'est un petit voyage sympathique. Ouais. Vous faites ça aussi parce que vous proposez plusieurs niveaux dans vos voyages. Enfin, est-ce qu'il y a des voyages où c'est un peu plus pour les gens expérimentés, d'autres pour... Ça permet aux gens en fait d'avoir une première approche et leur montrer que c'est totalement faisable. Donc là, les sortir un petit peu de leur zone de confort, mais au final c'est bénéfique pour eux et pourquoi pas les amener sur des choses un peu plus longues après. Ouais. Avant de passer à la surprise de l'émission, je voulais aborder un dernier point avec vous. Vous proposez aussi des activités plus locales en Charente-Maritime, oui. Notamment le bushcraft, je prononce bien. C'est ça. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, j'ai mis ces activités depuis 2 ans maintenant, parce que on a eu cette crise sanitaire qui a fait qu'il fallait se remobiliser et trouver des solutions au voyage. Donc, j'ai amené des activités que j'utilise là-bas. C'est même pas vraiment des activités, c'est un art de vivre. Et le bushcraft, c'est l'art de la brousse. Donc, c'est utiliser un petit peu ce qu'on a autour de soi dans la nature pour monter un tipi, pour reconnaître quelques plantes, pour couper ou tailler des outils, des baguettes par exemple, et faire le feu. Donc je fais ça dans des campings sur l'Aunis, mais aussi dans le Marais Poitevin, plus généralement, avec les campings du Lidon, la Venise verte. Oui, vous remettez votre casquette d'aventurier, voilà. Et votre casquette aussi de, votre première casquette de guide, pardon. De guide, ouais. Pour proposer aussi des expéditions sur la Venise verte ou dans le Marais Poitevin. C'est ça, exactement, avec du kayak, que ça soit commenté, guidé pour découvrir la faune et flore locale. Ouais. En tout cas, si ça intéresse nos téléspectateurs, vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site de Julien, Natural Trek Expédition. C'est ça. Et sur votre page Insta aussi, Natural Trek Expédition du même nom. Julien Denimal. Julien Denimal. Voilà. L'émission est bientôt terminée, mais avant ça, on vous a réservé une petite surprise, l'interview d'un champion du monde devenu comédien, 12 ans de carrière qu'on aborde avec lui pour son retour en Charente-Maritime à l'Agora de Saint-Sandre pour sa pièce Drôle de campagne qu'il a coécrite avec son ami de toujours, Nicolas Vitiello, une comédie rocambolesque. On l'écoute. C'est une pièce qui a été écrite par Nicolas Vitiello, qui joue aussi dedans, avec qui j'ai le plaisir de la mettre en scène et que je coproduis. Et en fait, c'est l'histoire d'un ambitieux homme politique en pleine élection présidentielle qui, en fait, va apprendre à ses dépens ce que c'est qu'un peuple. Et comme lui, son ambition, c'est juste d'être président, mais le peuple, il s'en fout un peu, même de sa femme, il s'en moque un peu. Il est à fond dans son créneau et il va se retrouver face à des gens hippies, foncièrement gilets jaunes, qui vont lui mener la vie dure. Donc c'est bien sûr un cliché, c'est bien sûr une exagération de tout, mais il y a une part de vérité, il y a même un message dedans, c'est que personne détient la vérité, et peut-être qu'il faut s'écouter un peu plus les uns les autres, parce que personne n'est dans la vérité à 100%, donc voilà. Donc c'est bien sûr une comédie, donc on en rigole, on fait des clichés, mais que ce soit les hommes politiques ou les gens en général, j'allais jusqu'aux gilets jaunes, souvent ils nous font pleurer, ils nous font peur, mais quelquefois ils nous font rire. Cette pièce a été écrite en avril 2021. Quelles ont été les inspirations pour l'écriture et la mise en scène? Franck nous le raconte. On s'est servi des phrases passées, des moments importants, des émeutes des Gilets jaunes, des revendications des gens, du mécontentement, voilà. Et au fur et à mesure de la tournée, on s'est servi des projections de vote et des pourcentages sur les sondages pour en rigoler et se moquer, que ce soit des LR ou des PS par exemple, mais aussi des phrases de M. Mélenchon ou de Mme Le Pen, enfin on était jusque là, M. Zemmour aussi, et bien sûr notre président. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est un panache de tout ce qu'on peut... dont on peut se servir pour pouvoir rigoler. C'est bien sûr, on se sert de tout ça. Il y a une phrase il y a d'autres phrases, mais il y a des gens qui ont dit quand même que le meilleur moyen de régler le chômage, c'est de travailler.
C'est une vraie phrase. Donc voilà, donc voilà, on a des phrases un petit peu comme ça qui sortent de temps en temps. Et puis voilà, puis on rigole, c'est surtout rigoler, parce que entre la Covid et les présidentielles, plus les émeutes, plus tous les problèmes, je pense que les Français ont besoin de se détendre. Et donc, nous, on est là pour les servir. Ça fait environ une trentaine de représentations qu'il a fait, Franck Leboeuf. Quels ont été ses premiers retours, justement? Simplement que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Ça fait du bien, ça relâche un petit peu la tension. C'est vrai que tout le monde est tendu, tout le monde est énervé parce qu'on a vécu 2 ans de pandémie, plus maintenant les élections, on s'aperçoit une certaine vulgarité et une certaine agressivité. Et donc, je pense qu'il faut relâcher tout ça. Et nous, voilà, on met des vérités. L'ambition de cet homme qui ne pense pas au peuple, mais aussi des gens qui peuvent croire qu'ils peuvent tout se permettre. Et tout ça, on l'a vu en vrai. Et nous, on l'a surmultiplié et on en rigole. Il y a plusieurs choses à retenir. Encore une fois, comme personne ne détient la vérité. Personne n'a le droit de se dire mieux que les autres. Et on s'aperçoit, parce que sur Internet, on a eu les épidémiologistes qui sont devenus des géopoliticiens, et que ce soit les médias qui sont pour moi les complices de nos hommes d'État, les gens aussi se sont pris pour d'autres et donnent leur avis. Donc bon, c'est Internet. Ça. Internet a permis à certaines personnes de donner leur avis alors qu'avant on ne les entendait pas, quoi. Messieurs, vous faites un peu le même constat que Franck. Et est-ce que justement vous proposez ces activités, vous à travers vos romans, vous Julien à travers vos expéditions, est-ce que vous le faites justement pour sortir les gens un peu de leur quotidien qui peut paraître parfois un peu lourd, surtout en ce moment? Julien? Ouais, je pense qu'il y a eu un petit regain à la sortie de la crise sanitaire. Les gens, ils avaient besoin de se reconnecter. Dans ma partie, c'était plus dans la nature. Ils avaient besoin de retrouver quelque chose de palpable et se ressourcer, se recentrer sur des valeurs, en fait. Puis une envie de profiter peut-être du moment présent aussi, peut-être un peu plus forte. Un petit peu partager avec leurs proches ou les enfants. Ça, c'était assez constant, ouais. Un petit peu moins maintenant, mais ça a été très fort au début, ouais. Jean-Alain aussi, cette envie de transmettre, ça peut venir aussi de ce constat-là? Oui, tout à fait. Et heureusement qu'il existe des gens comme Franck Leboeuf dans sa nouvelle activité, comme vous, Julien, moi un tout petit peu également. Bref, les gens qui permettent de rêver, de faire rêver, qui permettent de s'évader, de sortir de cette morosité ambiante qui s'étend comme une espèce de chape, là, de vague qui gagne tout le territoire, cette agressivité aussi. Il faut sortir de tout ça et malheureusement on ne peut pas compter sur ceux qui se sont radicalisés ou ceux qui tournent le dos à la nécessité de rendre service, d'éclairer le jour d'une lumière plus intense. Il faut non seulement une part de rêve, mais de la créativité. Hein. Vous, moi j'admire ce que vous faites là. Hein. J'avais une question à vous poser d'ailleurs, si vous permettez. Merci. Est-ce que vous avez connu des situations de danger en dehors de l'ours polaire? Avant avant ou après dans le métier? Oui. Non, maintenant. Hein, maintenant. Ce que vous faites maintenant, oui. Maintenant, non. Ma plus grande... je ne peux pas appeler ça de la peur, mais ma plus grande crainte, ouais, c'est l'ours. Ça peut être toujours l'ours. L'ours et le morse. Le morse aussi, il est dangereux. Aussi, le morse. J'ai eu une attaque de morse sur un kayak. Ouais. Ouais, d'accord. Donc, mais qui s'est bien fini. Donc, ouais. Voilà. Et ça ne vous empêche pas de continuer. D'ailleurs, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter tout le temps qu'on a... Oui. J'allais dire presque un souffle de vie, si tant est qu'on est à peu près en bon état de santé, il faut continuer. Pour soi-même, c'est un défi. C'est un défi qu'on se lance. Hein. C'est des projets. Et pour les autres, pour les familles, pour les... Messieurs, on passe tout de suite à l'agenda des sorties. Samedi 14 mai, vos enfants pourront participer à la journée de clôture de la BD dans tous ses états. À 10h, une initiation en japonais aura lieu à la salle des fêtes de Saint-Jean-Liversé. À 14h, une autre initiation, mais cette fois-ci à la BD, aura lieu à la salle des fêtes de La Ronde. On poursuit avec le démarrage du projet de territoire de la CDC Nice Atlantique avec l'artiste plasticien Fred Martin qui se déplacera dans 4 communes de la CDC du 17 mai au 18 juin. Vous pourrez retrouver l'agenda très riche de cet événement sur le site de la CDC Nice Atlantique.
Enfin, pour les amateurs de théâtre, la comédie La Perruche, jouée par la troupe des Baladins de Breuil-Magnier, qui fait son grand retour à la salle des fêtes de Maran à 20h30, samedi 14 mai. Bon, messieurs, l'émission se termine maintenant. Merci d'avoir participé. En tout cas, c'était très intéressant, d'une part comme de l'autre. Pour le reste, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission qui parlera certainement de musique avec le groupe Davy Man and the Swap Lions, qui est un groupe de reggae à Ferrières. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à bientôt. Merci. Merci.